Très bien. Bonjour à tous. Merci à vous d'être là pour cette conférence donc, sur accélérer la décarbonation des entreprises à l'ère du Green Deal et des plans de relance. Alors, pour commencer, Engie Impact en quelques mots. Donc Engie Impact est né en fait d'une volonté du groupe Engie de pouvoir accompagner ses clients à grande échelle sur ces sujets complexes que sont la décarbonation notamment. Impact est une entreprise internationale qui propose à ses clients, que ce soit des entreprises ou des territoires, alors ça peut être des gouvernements ou des grandes cités, de les accompagner, notamment sur un axe de conseil, je dirais stratégique, on reviendra sur ces sujets-là, et puis ensuite sur la mise en œuvre de programmes de transformation autour de grands enjeux que vous connaissez, que sont l'énergie, les déchets, l'eau et puis bien évidemment le carbone. Alors, nous allons vous proposer aujourd'hui donc une présentation qui se veut interactive, alors dans un contexte un peu particulier, avec Clémence. Et donc pour me présenter, donc Benoît Aymon, j'ai pour mission de développer le marché français chez Impact, et j'ai un passé de plusieurs années dans le monde de la banque et du financement de projets, et puis également un passé de plusieurs années dans le développement durable et le déploiement de ce type de projet. Voilà. Clémence Suicher, ravie d'être avec vous aujourd'hui. Moi, je suis senior manager chez Engie Impact et mes sujets de prédilection vont être le climat, les énergies renouvelables et aussi l'innovation et la transformation digitale. Alors, habituellement, sur ce type d'atelier ou de conférence, on prend des questions avec des micros qu'on fait tourner dans la salle. Donc, vu le contexte, on va faire différemment. On vous propose de prendre votre smartphone, de vous connecter sur Internet sur le site Klaxoon et de rentrer le code que vous avez en bas. Donc, le code, c'est PKGQPJX. En fait, nous allons vous proposer quelques sondages tout au cours de cet atelier et puis on pourra commenter vos réponses. Et puis éventuellement, vous pourrez aussi poser des questions. Voilà. Donc, s'il y en a qui ont besoin du code en cours de séance, n'hésitez pas à lever la main. Avec grand plaisir, on vous le redonnera. Je vous laisse quelques instants. Alors, la prise de photo est une bonne technique. Alors, quelques éléments de contexte. Donc, sur la base en fait, d'une étude qui couvre une cinquantaine de pays, plutôt des grandes entreprises, aujourd'hui, on constate que 84% des entreprises ou des organisations ont défini des objectifs de développement durable. Cependant, 28% sont en bonne voie de les atteindre. Alors, on reviendra sur cet écart qui est lié à la complexité tout simplement du sujet. On va parler de transformation d'entreprise, on va parler aussi de projets très techniques finalement. Et donc il y a un enjeu fort, je dirais, de réaligner les ambitions, les objectifs avec la réelle mise en œuvre de ces programmes. Par ailleurs, vous avez vu toutes les actualités ces dernières semaines, ces derniers mois. On estime à plus de 2500 milliards d'euros l'investissement nécessaire à faire pour moderniser les infrastructures et les transformer de manière durable. Alors, quand je parle d'infrastructures, ça concerne le bâtiment, mais également, bien sûr, le monde de l'entreprise et des services. Et puis, les pouvoirs publics se sont emparés également du sujet, j'ai envie de dire enfin, avec des grandes annonces très ambitieuses, notamment au niveau de l'Europe et de la France. Donc, l'Europe ayant annoncé plusieurs centaines de milliards d'euros consacrés à l'action en faveur du climat. Vous avez pu entendre parler aussi ces quelques derniers jours du plan de relance français, avec par exemple des milliards d'euros qui vont être concentrés sur l'hydrogène, par exemple. Voilà. Donc c'est plutôt positif pour nous, dans le sens où il faut un alignement entre la vie des entreprises, des organisations, et puis également un soutien des pouvoirs publics, et pas que d'un point de vue réglementaire au sens contrainte, comme beaucoup d'organismes peuvent souvent le percevoir. Alors c'est une nécessité, évidemment, une réalité. On est tous consommateurs, nous sommes tous des particuliers, nous travaillons tous dans des organisations, quelles qu'elles soient.
Et donc ici, on illustre avec quelques grands groupes connus, évidemment, qui ont déjà annoncé des objectifs très ambitieux de réduction de leurs impacts, voire de neutralité carbone. Et donc l'élément positif, effectivement, c'est que l'Union européenne s'empare également du sujet avec le Green Deal, et puis la France avec un plan de relance qui concentre une partie importante à la transition environnementale et énergétique. Donc premier sondage. Vous, voilà, en tant qu'acteur, considérez-vous avoir suffisamment de moyens, alors qu'ils soient financiers, humains, digitaux ou d'expertise, pour atteindre ces objectifs de décarbonation? Voilà, que certains, peut-être, dans la salle, ont déjà, faisant partie de groupes connus, ont déjà pris, annoncé, et s'évertuent au quotidien à les mettre en œuvre. Je vous laisse quelques instants. On a remis le code en bas sur Klaxoon. La question. Je rappelle le code PKGQPJX. Donc nous avons 25 votes, 26. Bon, alors, effectivement, premier commentaire, c'est un constat, je dirais, qui est assez unanime, que l'on fait nous, évidemment, en tant qu'acteurs, enfin, prestataires, mais également que moi j'ai pu vivre ces dernières années avec mes clients. Il y a une vraie question de moyens qui se pose pour les entreprises et les organisations. L'interaction, on essaie de faire au mieux. Alors, et donc pour vous, quelles sont les principales difficultés? Donc là, vous pouvez répondre avec des mots sur cette question qu'on va lancer. À vos smartphones. Ouais. Alors c'est tout à fait libre. Ouais. Bon, effectivement, on va ressortir des mots. Donc c'est un nuage de mots qui fonctionne avec un principe, je dirais, de nombre. Donc on va ressortir quand même des éléments relatifs à l'aspect budgétaire, les compétences, les hommes aussi, qui sont un élément fondamental évidemment dans la réalisation des projets. Okay. Alors, effectivement, si l'on synthétise, je dirais qu'il y a trois grands éléments de complexité qu'on a retrouvés dans vos mots également. Tout d'abord, le manque d'expertise ou le manque de moyens humains. C'est vrai que chaque organisation, évidemment, a son activité au quotidien. On parle de programmes qui sont assez importants en termes de transformation, de réalisation, et donc qui nécessitent des troupes, des bras, qui nécessitent aussi de l'expertise, bien sûr. Ensuite, il y a un sujet important quand on parle de performance environnementale.
c'est la mesure de cette performance. Donc comment faisons-nous pour mesurer et suivre un objectif et la bonne atteinte, la bonne réalisation de cet objectif? Le deuxième élément, c'est évidemment la contrainte financière. J'évoquais précédemment les grandes mesures européennes et françaises en matière de budget visant à soutenir et à développer des innovations en matière de transformation. Il est évident que les entreprises doivent investir dans leur appareil de production, que les organisations, quelles qu'elles soient, que ce soit aussi dans le monde du bâtiment, doivent moderniser, rénover leurs infrastructures. Nous sommes dans un monde, je dirais, budgétaire, donc chaque entreprise fonctionne avec ses cycles aussi. Donc il y a une vraie question de comment financer ce type de projet, comment engager ça peut être sur un territoire français, mais souvent ça va être de manière internationale, et évidemment avec un enjeu de rapidité, donc sans impacter la stabilité financière de l'entreprise. Ensuite, le dernier point, j'évoquais la notion internationale. Évidemment, les organisations aujourd'hui ont leur complexité propre, intrinsèque, qu'elle soit en termes d'activité ou de secteur, et évidemment de géographie. Et donc là, on arrive effectivement sur des questions de complexité très forte en termes de comment je priorise, pourquoi j'investis là, pourquoi je fais ces efforts ici, versus d'autres sites, d'autres endroits, d'autres activités de mon groupe. Et évidemment, il y a une complexité quand on parle de déchets, d'eau, de carbone, d'énergie. Ça fait appel à beaucoup d'expertise et donc à de la complexité. Donc, je vais passer la parole à Clémence qui va commenter maintenant justement ces éléments européens qui ont été annoncés récemment. Alors, on s'est intéressé aux éléments du Green Deal et des plans de relance qui pourraient répondre aux différents freins qui ont été mentionnés par Benoît précédemment. En fait, le Green Deal, c'est quoi? C'est déjà le Green Deal européen, une vision, une stratégie pour l'Europe et des objectifs. Ce sont aussi tout un tas d'actions politiques qui vont être mises en œuvre, qui ont commencé à être mises en œuvre, mais dont la plupart restent à être mises en œuvre. Et puis, c'est un budget dédié qui a été renforcé récemment par le plan de relance européen et ensuite qui est renforcé d'une certaine façon, renforcé au niveau national. Donc, par exemple, en France, sur la partie qui sera dédiée à la transition écologique. Donc, ce Green Deal, il concerne tout un tas de secteurs. Ça va inclure la biodiversité, l'alimentation, la pollution. Alors nous, juste pour les besoins de notre propos aujourd'hui, on va se concentrer sur ce qui a un impact sur la décarbonation des entreprises, des territoires. Donc en particulier, tous les sujets du Green Deal qui tournent autour de l'énergie, de l'efficacité énergétique, de la mobilité et de la circularité, qui est un des éléments très importants du Green Deal. Alors dans ce Green Deal, il y a un premier objectif qui est que l'Europe a l'ambition d'être neutre en carbone, d'être le premier continent neutre en carbone en 2050. Donc ça, c'est un objectif assez important, avec un point de passage de réduire les émissions de 50 à 55% en 2030 par rapport aux émissions de 90. Donc ça, c'est un premier élément. Par ailleurs, le plan de relance européen donc, est passé en juillet, acte qu'une partie du budget européen, donc à peu près 547 milliards d'euros, doit être consacrée à l'action pour le climat. Et puis, vous avez donc entendu parler du plan de relance français qui est sorti jeudi dernier, dont 30 milliards d'euros seront dédiés à la transition écologique, avec là aussi un objectif fort de décarbonation de 40%, il me semble, en 2030 par rapport à 90. Et puis, un objectif aussi de développer des solutions innovantes qui vont permettre cette transition écologique, en particulier dans le secteur de la rénovation, de l'énergie et des transports. Donc, on va le voir, en fait, pour la France comme en Europe, il y a vraiment un pari qui est fait sur certaines solutions écologiques pour permettre cette transition vers le développement durable en France comme en Europe. Et donc, pour ce qui est du Green Deal européen, ça va se traduire par un des programmes d'investissement prioritaires, donc par exemple au niveau de la Banque européenne d'investissement. Également un soutien ciblé à la R&D à travers les différents fonds et appels d'offres européens. Donc, on peut mentionner Horizon Europe, le European Green Deal Call. On a aussi l'Innovation Fund qui vont permettre de déployer et de financer des nouvelles solutions. Il y a un élément très important aussi du Green Deal qui est l'orientation des investissements privés, c'est-à-dire qu'il y a une vraie volonté de l'Europe de diriger les investissements privés vers des solutions
qui ont un impact écologique et climatique, puisqu'ils ont fait le constat finalement que voilà, naturellement, les marchés ne finançaient pas assez ces solutions-là. Et donc, l'un des outils assez intéressants qui est sorti récemment, c'est la nouvelle taxonomie européenne sur les investissements verts, qui, elle, définit en gros ce qui est vert ou pas vert au sens de l'Europe. Et donc, ça définit notamment des seuils de ce qu'on peut financer et pas financer. Donc c'est vraiment important pour les porteurs de projets et aussi pour tout le monde de la finance de s'intéresser à cette taxonomie. Et enfin, bien sûr, parmi les outils déployés au niveau européen, on aura tout un cadre législatif et normatif qui va être mis en œuvre. Donc, dans la vision du Green Deal, il y a vraiment une place très importante laissée à l'économie circulaire, à finalement permettre cette circularité dans tous les secteurs et qu'elle soit soutenue par un système énergétique intégré, c'est-à-dire qu'on ne soit plus en silo, mais qu'on permette vraiment de réutiliser l'énergie quand on le peut, d'induire de la circularité à tous les niveaux finalement. Et donc le Green Deal fait le pari sur certaines solutions innovantes. C'est-à-dire qu'il y a certains secteurs qui aujourd'hui sont à un niveau de développement technologique pas forcément très avancés. Et donc le Green Deal va essayer de permettre leur industrialisation, de réduire les coûts, de créer des effets d'échelle, de financer des projets pilotes. Donc par exemple, l'hydrogène et la capture de carbone vont être très fortement appuyés par le Green Deal. Donc ce que l'Union européenne essaie de faire finalement à travers ce Green Deal, c'est un peu ce qui s'est passé dans le domaine des énergies renouvelables sur les 15-20 dernières années. On a vraiment eu une explosion du secteur suite notamment à la réduction des coûts. Donc voilà, il y a différents secteurs qui sont sur la partie droite de cette slide et qui vont être très fortement soutenus au niveau européen. Alors, je laisse enchaîner, je crois. Alors, effectivement, ensuite, une fois qu'on a parlé de ces éléments-là, par où commencer? On va parler de chaîne de valeur pour une organisation, pour une entreprise. On l'a résumé, nous, en trois piliers, je dirais 3 domaines, 3 univers, qui sont en fait ceux qui correspondent au scope 1, 2 et 3, hein, pour les groupes qui sont sujets au scope. Tout d'abord, la partie opération et exploitation. Alors, opération, pour nous, on va parler au sens industriel. Exploitation, plutôt au sens tertiaire, commercial, donc le monde de la distribution et le monde des services. Donc c'est comment finalement travailler, actionner de la performance sur son process, sur son métier. Ensuite, on va parler de la partie fournisseur. Comment est-ce que l'on emmène nos fournisseurs dans une démarche de progrès, de performance. Et enfin, la partie aval, comment je propose à mes consommateurs des produits ou des services durables, sains, etc. Tout ceci, évidemment, dans une notion de circularité, hein, donc d'économie circulaire. L'idée étant quand même, et c'est vraiment un principe fondamental, d'avoir un angle de vue nouvelle opportunité. Comment créer de la valeur dans mon business auprès de mes consommateurs, auprès de mes fournisseurs, au travers de ces nouveaux produits, de ces nouveaux services durables. Donc, voilà. Alors, un petit sondage, effectivement, donc on va lancer dans quelques secondes la question. C'est un sujet complexe, évidemment, que l'on doit prioriser. Cependant, voilà, vous, en tant qu'acteur, y a-t-il un ou plusieurs sujets sur lesquels vous êtes déjà en action prioritaire, que ce soit donc l'exploitation ou les opérations, la partie fournisseur ou évidemment les produits et les services? Alors, 16, 17 votes, opération, exploitation en majorité, évidemment. Donc, alors, pendant que vous répondez, en fait, hein, sur les prochaines minutes, Clémence vous présentera justement chacun des piliers, comment nous on les appréhende, qu'est-ce que l'on a pu faire, nous, au niveau du groupe NJ, et puis quelques exemples marchés également.
Alors, en commentaire, effectivement, la partie opération, exploitation, j'ai envie de dire, c'est pratiquement la plus simple, puisque c'est in situ. Enfin, c'est vraiment la partie sur laquelle vous êtes au quotidien en action avec vos équipes, vos collaborateurs. La supply chain est un sujet de complexité, puisqu'effectivement, là, on a des partenaires, des tiers qu'il faut embarquer dans le camion, si je puis dire. Et puis les produits, alors c'est un sujet vraiment très actuel depuis plusieurs années, mais qui présente aussi beaucoup de complexité. Alors cependant, il y a beaucoup de choses qui émergent, et on voit bien aussi que les consommateurs attendent de plus en plus sur cet axe-là. Je propose qu'on continue. Donc on va regarder en premier ce qu'on peut faire sur la partie opération-exploitation en lien avec le Green Deal. Donc le premier axe, souvent le plus immédiat et le plus connu pour se décarboner, ça va être d'agir sur la demande et la fourniture énergétique. Donc fourniture en énergie, électricité verte, gaz vert. Demande en énergie, ça peut être donc, des actions d'efficacité énergétique, récupération de chaleur fatale dans l'industrie. Ça, c'est quelque chose qui va être également très soutenu par le Green Deal européen. Donc ça, c'est le premier élément. Ensuite, et ça s'adresse plutôt aux industriels, on peut travailler sur des nouveaux procédés et son efficacité matière. Donc je vais vous donner un exemple. Par exemple, on peut remplacer le dihydrogène produit à partir d'énergie fossile dans la production d'ammoniac en utilisant du dihydrogène vert. Et donc c'est pour ça qu'il y a pas mal de développement du dihydrogène soutenu par le Green Deal, notamment pour décarboner le secteur industriel et puis également celui de la mobilité. Donc les secteurs dits difficiles à décarboner. Nouveau procédé, ça va être par exemple travailler sur du recyclage chimique ou sur des procédés de type électrolyse. Et puis la dernière chose qu'on peut faire, c'est travailler directement sur le cycle du carbone, donc la capture de carbone et son utilisation, par exemple dans les procédés que je viens de mentionner. Les catalyseurs derrière, bien sûr, le financement, l'accès au CAPEX, c'est quelque chose que vous avez mentionné dans notre sondage précédent. Et donc là, évidemment, les espoirs sont que les différents plans de relance et Green Deal permettront de soutenir ces efforts en matière de financement. Et puis, un point important, c'est que tous ces projets de modification des opérations d'une entreprise sont avant tout des projets humains. Donc, ce sont vraiment des projets de transformation avec tout ce que ça veut dire aussi en matière d'engagement des parties prenantes, de buy-in du top management. Voilà, donc ces projets-là aussi ne se feront pas d'un claquement de doigts ou juste en fixant un objectif. Vraiment, l'accompagnement dans notre vision des choses, en tout cas, est vraiment nécessaire pour que ce soit un succès. Qu'est-ce que le Green Deal va soutenir plus précisément là-dedans? Je ne vais pas vous donner tous les exemples, mais dans le bâtiment, la mise en œuvre de pompes à chaleur et de réseaux de chaleur et de froid va être extrêmement développée. On peut citer aussi un principe qui est mis en avant dans le Green Deal, qui est priorité à l'efficacité énergétique. Donc à chaque fois qu'on pourra faire de l'efficacité énergétique, ce sera favorisé par rapport au développement de nouvelles infrastructures. Dans le domaine de la capture du carbone et du stockage et utilisation, qui est quand même un domaine assez peu avancé, enfin relativement peu au niveau technologique, il y a aussi la volonté de l'Europe de travailler sur le cadre réglementaire et de définir un système de certification des puits de carbone. Donc ça, c'est un élément important également. Alors, on voulait aussi vous donner quelques exemples aujourd'hui. Premièrement, on voulait un peu parler d'Engie. Engie, comme vous le savez peut-être, a entamé une transition vers la décarbonation en 2016 sous la houlette de Isabelle Kocher. Et donc, les deux leviers qui ont été actionnés à ce jour sont principalement la sortie du charbon et le développement assez massif des énergies renouvelables, avec des réductions déjà, en 3 ans, c'est quand même assez court, mais qui ont été des réductions significatives qui ont été obtenues à la fois sur les émissions du scope 1 du groupe, également de l'intensité carbone de la production d'énergie, et enfin sur la consommation d'énergie primaire. Bon, mais ça c'est pour le passé, l'idée c'est de ne pas s'arrêter là non plus. Et donc le groupe Engie s'est engagé assez récemment cette année sur des objectifs Science-Based Target, dont un objectif qui concerne l'intensité des émissions de gaz à effet de serre pour la production d'énergie, donc de réduire de 52% en 2030 par rapport à 2017,
Et alors là, je vais un peu plus loin que le domaine des opérations. On a aussi un objectif SBT sur les ventes de produits, donc principalement les ventes de gaz, hein, donc de caper à 52 millions de tonnes les émissions en 2030 versus 79 en 2017. Et puis, nous avons aussi fixé des objectifs alors, sur l'augmentation. Donc les énergies renouvelables sont clairement un des axes stratégiques forts, avec une augmentation attendue de 28 à 58%. Et par ailleurs, un premier objectif, donc, comme l'a dit Benoît, décarboner la supply chain, c'est un sujet qui n'est pas évident. Et on a un premier objectif qui est d'avoir 100% de nos fournisseurs préférentiels qui sont certifiés SBT. Donc voilà, moi, à titre personnel, je travaille en ce moment sur un projet pour le groupe pour justement mettre en œuvre ce projet, parce qu'il ne suffit pas, bien sûr, de se fixer des objectifs. Il faut aussi que ça arrive. Et donc, ça nécessite de définir comment est-ce que ça va être propagé, comment ça va être déployé, comment est-ce qu'on va former, comment est-ce qu'on va introduire le carbone dans la gouvernance de l'entreprise. Donc plein de sujets passionnants à traiter. Un autre exemple, celui d'un de nos clients, GE Renewables. Donc Engie Impact accompagne GE pour qu'ils atteignent la neutralité carbone sur leurs 73 sites de production en 2 ans. Donc c'est un objectif assez ambitieux. Et donc là, on les aide à la fois sur l'analyse et l'identification des sources de décarbonation. Je ne sais pas, est-ce que c'est produire de l'énergie sur site, évidemment de l'efficacité énergétique, etc. Par ailleurs, on forme les équipes sur les sites pour ensuite mettre en œuvre la feuille de route de décarbonation. Et si les sites GE le souhaitent, on les accompagne aussi dans la mise en œuvre et le financement via les business units du groupe Engie. Donc on pilote un peu le projet dans son ensemble. Et donc les premiers résultats sur ce projet qui est vraiment en cours, qui n'est pas du tout terminé, ont été, donc il y a 1,8 million d'euros de gains énergétiques qui ont été identifiés sur les 4 premiers audits de sites, ce qui représente à peu près 14 000 tonnes de CO2 équivalent de réduction. Donc voilà pour les opérations. On va parler un petit peu de l'amont, donc de la supply chain, des fournisseurs. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, les émissions de gaz à effet de serre relatives à la supply chain représentent à peu près 43% du scope 3 des entreprises. Donc, le scope 3, les émissions indirectes hors achat d'énergie. Donc, c'est assez significatif, c'est presque la moitié quand même du scope 3. Et c'est un sujet difficile. Donc, il n'y a pas forcément, c'est pas forcément la priorité, ça s'est un peu vu dans le sondage qu'on a fait tout à l'heure. On a tendance plutôt à commencer par ces opérations et c'est normal. Mais c'est un sujet sur lequel il y a de plus en plus de pression sur les entreprises pour aussi décarboner leur supply chain. Et donc un des premiers éléments importants pour pouvoir le faire, c'est évidemment d'engager les fournisseurs. Je dirais même engager les directions achats des entreprises et aussi les former en matière de décarbonation, parce que ce n'est pas toujours le cas. Les compétences carbone, entre guillemets, ne sont pas traditionnellement dans les directions achats, c'est comme ça. Donc engager les fournisseurs, on peut bien sûr fixer des critères dans les appels d'offres, mais l'idée c'est aussi d'aller au-delà, peut-être de les former, de développer des projets d'insetting ensemble. Le deuxième élément important sur la supply chain, c'est qu'un travail en écosystème est vraiment nécessaire. Et je vais vous donner un exemple juste après. Parce qu'en général, il y a tout de suite une dimension filière à prendre en compte pour travailler sur les matériaux, sur les matières premières, sur les technologies, peut-être se mutualiser pour mettre en œuvre des projets R&D, créer aussi des business models d'économie circulaire. Donc voilà, la notion de travail en écosystème est assez importante. Et moi, je ferais pas mal le parallèle avec, dans le digital, on a ce genre d'écosystèmes qui se sont développés ces dernières années. Et donc, ça va être la même chose sur la décarbonation de la supply chain. Et bien sûr, un autre élément sur lequel on peut travailler, c'est tout ce qui est transport et logistique. Donc, on va voir que le Green Deal va soutenir, il y a pas mal de mesures dans le Green Deal et d'ailleurs dans le plan de relance français qui concernent les transports. Donc pour vous donner un exemple sur l'hydrogène, dans la stratégie européenne qui est liée au Green Deal concernant l'hydrogène, il est prévu d'abord de soutenir le développement de l'hydrogène pour les flottes captives et pour les hubs territoriaux, enfin les villes, les ports, les aéroports, etc. Et dans un deuxième temps, de soutenir le développement de l'hydrogène via des réseaux de bornes de recharge, également de soutenir la pile à combustible pour les poids lourds et pour les trains,
Et enfin, de soutenir le développement de carburants synthétiques fabriqués à partir d'hydrogène pour le secteur maritime et aérien, donc des secteurs assez difficiles à décarboner. Donc l'hydrogène a vraiment une place très importante en fait, dans les différents plans de relance. On voulait aussi vous partager un exemple qui nous semble assez intéressant sur la décarbonation de la supply chain, donc celui de Walmart et son Gigaton Project. Donc en fait, Walmart s'est engagé à réduire d'1 milliard de tonnes d'émissions de gaz à effet de serre sa chaîne d'approvisionnement d'ici 2030. C'est d'ailleurs un engagement Science-Based Target qu'ils ont pris. Et donc la façon dont ils ont, enfin une partie de ce qu'ils ont mis en œuvre est la suivante. Ils encouragent leurs fournisseurs à se fixer eux-mêmes des objectifs de réduction de gaz à effet de serre. Et ils ont développé une méthodologie qui permet à leurs fournisseurs de faire un reporting de cette réduction d'émissions de gaz à effet de serre. Et enfin, ils ont mis en œuvre une plateforme en ligne dédiée où les fournisseurs vont pouvoir divulguer leurs progrès, mais aussi se partager les bonnes pratiques. Et donc, c'est là qu'on voit que ce travail en écosystème est vraiment important parce que ce que les autres ont réussi à faire, ça peut aussi servir aux uns. Voilà, donc c'est un projet qui marche assez bien parce que depuis 2017, ils ont déjà réussi à réduire de 230 millions de tonnes sur les 1 milliard de tonnes. Donc, plutôt en bonne voie. Pour finir, on voulait aussi vous parler de l'aval et donc des produits et services. Donc on va le voir, le Green Deal va mettre en œuvre pas mal de réglementations et de soutien sur toute la partie produits durables. Je vais en parler juste après. On peut effectivement aussi travailler sur la logistique et la distribution, comme pour l'amont, pour ce qui est de l'aval. Et enfin, pour pas mal d'entreprises, finalement, la transition écologique crée des opportunités de mettre sur le marché de nouveaux produits et services, de développer des nouveaux modèles d'affaires sur son marché ou sur un autre. Et un peu, tout cela est conjoint aussi avec la transformation digitale et le développement de l'économie de l'usage. Et d'ailleurs, le Green Deal européen soutient énormément le développement d'offres as a service. Donc on va favoriser non pas la propriété, mais le fait de mettre à disposition d'une façon ou d'une autre des produits et services. Donc ce qu'il y a dans le Green Deal aujourd'hui, mais il va y avoir beaucoup plus dans les années à venir, c'est que le Green Deal a déjà défini des principes clés de durabilité, donc recyclable, biodégradable, réutilisable, durable, voilà, qui sont un peu le socle, la définition commune du produit durable au sens européen. Et puis, il y a un certain nombre de mesures, alors là, on n'en a sélectionné que quelques-unes d'entre elles, mais qui vont être mises en œuvre, comme le fait, par exemple, d'introduire un chargeur universel pour les téléphones portables, garantir un droit à la réparation en premier lieu, ça c'est aussi important. Puis dans le secteur des emballages et des matières plastiques, il va y avoir à la fois des éléments contraignants, des critères pour tout ce qui est emballage. Ça, je pense, c'est des attentes assez importantes de la société. Et puis des opportunités, parce que finalement, pour la fin de vie, ça va créer des opportunités pour ce qui est soit du recyclage, la seconde vie, etc. Donc pas mal de choses, de changements à venir, en fait, grâce au Green Deal dans le secteur des produits et services. Dernier exemple, en fait, du côté d'Engie, déjà depuis quelques années, mais on a nous aussi réfléchi à quels peuvent être finalement nos nouveaux produits et services dans le sens de cette transition écologique. Donc il y a une business unit dédiée au dihydrogène qui a été créée. Par ailleurs, on travaille sur pas mal de projets liés aux carburants synthétiques. Une offre de gaz vert a également été créée il y a quelques années. Et puis Engie s'est engagé à produire 100% de gaz vert d'ici 2050, donc sortir totalement du gaz fossile. Et par ailleurs, je l'ai déjà dit, mais donc les renouvelables sont également très fortement soutenus, avec une ambition d'avoir 9 gigawatts de plus. Je crois que c'est par rapport à 28 aujourd'hui, de plus en 2 ans. Et puis peut-être un autre élément, ça c'est aussi encore un projet sur lequel je travaille. On a défini en fait une méthodologie pour nous permettre de mesurer la décarbonation de nos clients grâce à nos produits et services, avec l'idée que pour tous nos produits et services vendus, on puisse faire cette mesure et qu'elle soit accessible, par exemple,
aux commerciaux, aux business développeurs, de façon à ce qu'ils puissent eux-mêmes augmenter l'impact de décarbonation des produits et services. Donc il y a aussi une vraie volonté de transformation grâce à ce type de projet qu'on est en train de déployer sur l'ensemble du groupe. C'est à toi. Merci. Alors, on a voulu illustrer avec quelques exemples d'Engie, parce qu'en fait, l'idée, c'est de montrer aussi ce que fait le groupe. Je crois qu'être un cordonnier bien chaussé est important sur ce type d'approche. Et donc, on est dans une démarche de transformation, évidemment, qui prend du temps, comme vous avez pu le voir. Et c'est valable pour nous, c'est valable pour vous. Alors, mettre en place un programme de décarbonation, c'est ambitieux, évidemment, et donc il faut le construire intelligemment, il faut le planifier, le rétro-planifier. Évidemment, alors ici j'illustre les 4 domaines sur lesquels on se propose d'intervenir, mais qui sont, je pense, assez logiques. J'ai pu voir dans les réponses tout à l'heure que vous avez proposées à certains sondages qu'il y avait un manque d'implication des directions générales, un manque d'implication de l'actionnariat pour certains groupes. Alors évidemment, et puis aussi une logique très court-termiste, financière. Alors malheureusement, j'ai envie de dire, c'est un peu la loi aujourd'hui économique. Cependant, on voit bien qu'il y a un vrai phénomène de transformation, qu'il y a un vrai phénomène de réinvention des modèles. Il y a certains domaines, certains secteurs qui demain ne seront peut-être plus là s'ils ne se transforment pas, s'ils ne se réinventent pas. Et donc, je dirais, cela passe mécaniquement par des plans stratégiques à long terme. Paris, ou Rome ne s'est pas fait en un jour, et vous le savez très bien, transformer un site, des sites, que ce soit sur l'énergie, les déchets, l'eau, embarquer ses collaborateurs, ça prend du temps. Clémence parlait tout à l'heure de plan de transformation. Et donc là, il faut se donner une feuille de route. Et une feuille de route, c'est pas 2 ans. Pour le coup, on va plutôt être sur des démarches à 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Et on le voit bien d'ailleurs, c'est ce sur quoi communiquent les pouvoirs publics, qu'ils soient européens ou français. Ensuite, il y a, une fois qu'on a défini cette feuille de route, c'est comment je mets en œuvre cette feuille de route. Alors souvent, les consultants conseillent, et ensuite, ils partent. Et puis, ils vous laissent avec un beau rapport. Et puis, vous débrouillez, que vous soyez un institutionnel, ou un industriel, ou un distributeur, je dirais peu importe. L'objectif que l'on a, c'est d'être présent sur la transformation, sur la réalisation. Cette réalisation, elle va passer par des moyens humains, effectivement, de l'expertise, par aussi un suivi, un pilotage qui est fondamental. Enfin, je dirais qu'il y a un élément de comptabilité, donc comptabilité carbone. Et puis, quand on dit pilotage, aujourd'hui, société moderne, on va parler aussi d'outils digitaux qui vont s'inscrire dans une organisation avec toute sa complexité. Plusieurs métiers, plusieurs filiales, plusieurs pays, et qui doivent permettre de reporter finalement assez facilement et de gérer ces projets aussi. Enfin, on évoquait tout à l'heure, alors j'ai vu des petites réponses sur l'aspect fiscal, réglementaire, incitatif ou contraignant. Bon, je pense qu'on est dans un monde où il y a quand même une certaine réglementation qui existe, souvent qui met sous contrainte les entreprises. Cependant, on peut aussi les considérer comme étant des opportunités. Je pense que ce que Clémence a pu présenter sur le cadre du Green Deal, c'est une vraie démarche d'opportunité pour les entreprises, pour les organisations, puisqu'il y a une volonté très forte de soutenir certains univers, certaines filières, avec des moyens associés. Et donc là, pour vous, en tant que donneur d'ordre, il y a un enjeu finalement de bien comprendre, de bien connaître ce soutien, et de savoir comment vous pouvez aussi en bénéficier, puisqu'il est là. Et ceci vient donc en complément de tous les autres sujets, je dirais, d'engagement, d'investissement, de financement de ces projets. Voilà. Donc l'idée est non pas de siloter les sujets, mais plutôt d'avoir une vision en chaîne de valeur intégrée et de raisonner à long terme. Est-ce que vous avez des questions ? J'en vois une. Ouais. Alors, je sais que la biomasse et le biogaz vont être soutenus à travers le Green Deal. Après, je ne crois pas que les éléments de détail soient déjà sortis.
Après, vous savez, vous avez des soutiens existants en France et dans les différents États membres de l'Union européenne, mais ça fait partie des axes, en tout cas très clairement, le développement de la biomasse biosourcée et le biogaz font partie des axes du Green Deal. Donc, je n'ai pas encore les détails, malheureusement, pour répondre précisément à votre question, mais en tout cas, c'est quelque chose à surveiller. Aujourd'hui, il faut se dire que le Green Deal, donc il y a des annonces qui ont été faites, maintenant il faut que ça soit détaillé. Voilà. Donc là, il va falloir patienter un petit peu. Il y a des sujets qui avanceront plus vite que d'autres. Et donc, l'idée, c'était de vous donner un peu les éléments clés aujourd'hui et de pouvoir commencer à se pencher sur ces sujets-là et les engager dans le temps. Voilà. Il y a d'autres questions? Oui. Ouais. Alors, donc la question, c'est effectivement des directions qui sont réticentes. Alors, je ne vais pas dire réticentes. Je pense que le sujet, c'est aujourd'hui, en plus dans le contexte, d'autant plus dans notre contexte actuel où quand même l'économie a souffert. Et beaucoup d'entreprises souffrent encore et vont souffrir. C'est vrai qu'il y a des questions de priorité, peut-être parfois court-termistes, c'est vrai. Sur la survie de l'entreprise, sur générer les résultats attendus par les actionnaires, par le marché, etc. Bon, au-delà de ça, je pense que quand on parle de décarbonation, ce sont des sujets très complexes qu'il faut arriver à intégrer dans sa stratégie et dans la vie quotidienne de l'entreprise. La complexité, c'est comment je m'organise. On a vu l'exemple de GE, 73 sites industriels dans le monde. C'est pas trivial de dire comment je m'organise pour transformer 73 sites industriels qui tous les jours produisent. Quand je dis produisent, ça veut dire que les sites ne peuvent pas s'arrêter. Je vais donner le cas d'un distributeur alimentaire. On a quelques belles chaînes en France. Transformer sur les sujets du carbone des hypermarchés ou des supermarchés, cela n'est pas trivial non plus, puisque les magasins sont en exploitation. Vous faites tous vos courses, que ce soit dans un petit magasin de proximité ou un supermarché. Et donc évidemment, ces magasins sont ouverts de 9h du matin à parfois 21h, 22h. Donc quand on parle de transformation sur l'énergie, sur le carbone, il y a beaucoup de choses que vous faites, que nous faisons tous en tant que particuliers ou en tant que collaborateurs, avec des gestes, je dirais, de bonnes pratiques, mais il y a aussi énormément d'investissements et de travaux à réaliser. Et ça, pour le coup, c'est un impact très complexe pour une entreprise et une direction d'entreprise. C'est comment je priorise, comment j'organise, comment je tiens mes délais, sans avoir d'impact sur mon métier, sur ma production, sur mon exploitation. Autre complexité pour l'entreprise, que ce soit une PME ou un grand groupe international, une entreprise a un bilan et notamment a une capacité d'endettement et pilote ses investissements, ses budgets, parfois arbitre de l'endettement pour pouvoir déployer plus de projets ou plus d'investissements. Dans un contexte économique tendu, évidemment, on va prioriser quand même sur l'activité propre. Cependant, il y a des projets qu'il faut réaliser. Il y a beaucoup de dispositifs qui existent aujourd'hui sur le marché en matière de financement, alors que ce soit, je dirais, de la subvention ou de l'accompagnement des pouvoirs publics, tout comme des dispositifs privés de type bancaire, tiers investissement. L'idée, c'est quand même d'arriver à trouver des dispositifs qui ne viennent pas impacter l'économie de l'entreprise et ses ratios aussi, puisque nous sommes quand même dans un monde où il y a des ratios à tenir, à respecter. Et donc ça peut être une complexité aussi pour des directions financières, des directions générales, c'est de savoir comment se dépatouiller, pour être trivial, entre les investissements qui sont prévus, ceux qui ne sont pas prévus, ce qu'il est urgent de faire parce que j'ai un incident, ce qu'il est urgent de faire parce que j'ai une réglementation, ce que je peux faire demain, ce que je veux faire demain. Dans ma carrière, j'ai pu constater, et je pense que vous ne me direz pas le contraire, que les entreprises priorisent les investissements et les CAPEX. Il y a 3 domaines pour moi. Il y a le très court terme, rentabilité des projets 1 an, 2 ans. Moyen terme, donc celui-ci, je l'engage. L'univers numéro 2, c'est rentabilité des projets à 3 ans, 4 ans. Là, je vais arbitrer. Et puis au-delà, alors c'est un petit tas de sable que je pousse devant moi et puis que je ferai quand je serai vraiment, vraiment obligé de le faire.
Alors, obligé parce que j'ai un incident de production, obligé parce que j'ai un problème de conformité, obligé parce que j'ai une réglementation qui me tombe sur le coin du nez. Et l'idée, c'est un vrai point de complexité pour les entreprises. Je dirais qu'à titre personnel, vous, en tant que particulier, vous avez aussi vos budgets de dépenses tous les mois, et donc vous prévoyez vos investissements. Donc ça ne se fait pas de manière aussi simple que l'on soit une PME ou un grand groupe. Voilà. Ensuite, un élément qui est important, et j'ai vu une réponse aussi sur Klaxoon, sur le fait qu'on donnait la part belle à l'élément financier. C'est vrai. Et donc il y a un autre élément qui est l'élément humain, plutôt gérer l'engagement sociétal, social de ces projets, comment on embarque ses collaborateurs, comment on a un impact au-delà de l'aspect économique. Et donc là, Clémence parlait très justement de transformation, conduite du changement. Et vous connaissez tous la réalité aussi des Français que nous sommes, mais c'est valable dans beaucoup de pays. La conduite du changement, c'est compliqué. Voilà, ça prend du temps et ça ne se fait pas non plus en 2 jours. Il faut des méthodes particulières, il faut des outils particuliers et il faut une vraie... c'est un job de tous les jours. Voilà. Donc il y a des groupes qui mettent beaucoup de moyens sur cette conduite du changement auprès de ses collaborateurs, si on raisonne vraiment in situ de l'entreprise, et ça produit des effets. Mais c'est aussi un élément de complexité selon les univers dans lesquels nous sommes. Voilà. Enfin, la complexité, elle a aussi été évoquée dans vos réponses, c'est le cadre réglementaire. Il y a un cadre réglementaire complexe aujourd'hui dans le monde du carbone, dans le monde des déchets, dans le monde de l'énergie. Et donc là, il y a un peu de décodage à faire, d'explicitation, de compréhension, pour éviter des risques de non-conformité ou se faire prendre la main dans le sac, si je puis dire, et arriver à transformer ces contraintes-là en opportunités. Voilà. On a fini. Voilà, très bien. Écoutez, merci à vous tous d'avoir été présents pour vos réponses. Et puis nous sommes donc à votre disposition, voilà, sur le stand PU 67.